Bonjour à tous, bienvenue au cours de Counseling Biblique 3. Nous sommes déjà rendus au module 4. Aujourd'hui, nous allons aborder des problèmes de santé qui sont terriblement souffrants, terriblement difficiles, des problèmes qui méritent notre attention et notre compassion. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ta présence. Ma prière, c'est que tu puisses nous donner une sensibilité spéciale, alors que nous allons étudier des sujets qui peuvent sembler abstraits, qui peuvent sembler éloignés pour plusieurs étudiants, mais tellement douloureux pour les individus, les personnes qui sont atteintes de ces affections-là. Seigneur, je veux te remercier pour ta compassion. Tu es le Dieu miséricordieux et bon, rempli de compassion. Puis, Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs davantage comme le tien. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, nous allons continuer cette étude-là dans les prochains modules, les maladies mentales. Évidemment, pas en autant de détails que nous allons le faire dans les cours de counseling et physiologie 1 et 2 que la Fondation du counseling offre. Mais nous allons survoler plusieurs grandes catégories de problèmes de santé mentale. Puis on peut se demander pourquoi étudier les maladies mentales en counseling biblique, parce que, évidemment, il y a un effort académique qui est là derrière ces étiquettes que représentent des diagnostics en santé mentale, les critères diagnostiques. Comme, de toute manière, un conseiller biblique ne peut et ne devrait ni diagnostiquer, ni évaluer, ni traiter les problèmes de santé. On n'est pas des médecins, on n'est pas des psychiatres. Pourquoi? Donc, les étudier. Et puis, ici, je veux vous rappeler la raison pour laquelle il est important pour un conseiller biblique euh, d'étudier, de bien connaître, de reconnaître ces affections-là. Vous savez, les problèmes de santé du corps ont un impact sur notre cœur. Nous avons reconnu cela dans le cours de Counseling biblique 1. Souvenez-vous, je vous parlais par exemple de quelqu'un qui a un problème de thyroïde et qui peut vivre une dépression tellement sombre qu'il peut en venir à vouloir, à désirer s'enlever la vie. La théologie n'a pas changé avant les problèmes de thyroïde et après, mais cette glande-là qui produit l'hormone thyroïdienne a un tel impact sur le cerveau qu'il y a des émotions de détresse, des émotions plutôt intenses qui peuvent amener quelqu'un à sombrer en dépression. Nous avions parlé des traumas crâniens, hein. Quelqu'un qui a une théologie, a un accident d'auto peut-être, et a une personnalité complètement transformée après l'accident, alors que sa théologie n'a pas changé, c'est la même personne, mais complètement changée. Donc, le corps a un impact sur le cœur, une influence sur le cœur. C'est bien connu, hein, quand un individu est fatigué. Souvent, la majorité des individus, après suffisamment de fatigue, vont être impatients, plus facilement irritables, plus facilement portés vers le découragement. Donc, vous comprenez comment euh, une, euh, une influence du corps peut avoir un impact profond sur notre cœur. Nous, en counseling biblique, on veut aider les gens au niveau de leur cœur, puis on a défini le cœur à bien des reprises. Donc, cœur, âme, notre portion immatérielle, on veut amener les gens à s'appuyer sur le Seigneur Jésus. On veut encourager, accompagner avec la parole de Dieu. Donc, c'est un travail au niveau du cœur, mais on doit être conscient des différentes influences sur le cœur. Et comme l'influence du corps est une des influences les plus importantes sur le cœur, c'est pour ça qu'à un certain degré dans le cheminement, pour former un conseiller biblique, il doit y avoir là, un bon survol, une bonne maîtrise, à mon avis, là, des principales catégories de maladies mentales, parce que ceux-ci ont une influence extraordinairement grande sur le cœur. Donc, le counseling biblique
a pour objectif d'amener la parole de Dieu à un croyant. Hein, donc, on veut amener quelqu'un dans la sanctification progressive à progresser. Le corps, malade ou non, hein, a un impact sur le cœur. Hein. Je vous ai parlé d'un impact négatif, mais vous savez, quand le corps va bien, excessivement bien, l'influence d'un corps qui va excessivement bien sur le cœur peut amener quelqu'un à sombrer dans l'orgueil, dans toutes sortes d'autres problèmes spirituels. Donc, qu'il soit malade ou non, le corps a une influence sur le cœur. Bien comprendre l'impact du corps sur le cœur dans chaque situation, c'est un atout pour euh, le conseiller biblique, la conseillère biblique. Donc, l'impact du corps sur le cœur, dans le cas des maladies mentales, c'est complexe. C'est complexe à comprendre au premier abord. Dans le cours de Counseling Biblique 3, on va voir plusieurs maladies mentales, les critères. Ça va vraiment demander un effort pour les étudiants hein, de maîtriser les différentes catégories diagnostiques que je vais vous présenter. Mais je vous encourage vraiment à donner l'effort nécessaire parce que par la suite, dans les autres cours qui vont suivre, ce sont des notions qui vont vous faciliter la compréhension de bien des problèmes qui sont autrement très complexes. Voici maintenant les troubles psychotiques, les troubles psychotiques tels qu'on les retrouve dans le DSM-5. Vous vous souvenez, dans le cours de Counseling Biblique 1, nous avons parlé du DSM, ce manuel qui est un manuel très répandu. C'est pratiquement l'autorité en Amérique du Nord et dans plusieurs pays d'Europe qui est utilisé, qui est le fondement pour les médecins, pour les psychiatres, des critères diagnostiques qui leur permettent de poser un diagnostic au niveau de la santé mentale. Donc, dans ce livre, nous avons les principaux domaines de la maladie mentale, les principales catégories. Nous avons les maladies mentales ainsi que les critères diagnostiques qui doivent être présents pour qu'un diagnostic soit fait maintenant par un professionnel de la santé qui est compétent pour le faire, qui est autorisé à le faire dans le pays où il se trouve. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles psychotiques. C'est le sujet du module 4. Qu'est-ce que la psychose? La psychose est tout simplement une perte de contact avec la réalité. C'est ça la psychose. On va voir aujourd'hui différents diagnostics qui sont dans la catégorie des troubles psychotiques, donc des pertes de contact avec la réalité. On va parler brièvement du trouble délirant, du trouble psychotique bref. On va parler du trouble schizophréniforme. On va parler de la schizophrénie, du trouble schizoaffectif. On va parler également du trouble psychotique induit par une substance ou un médicament et du trouble psychotique dû à une affection médicale. Puis un peu plus tard, nous allons parler de la bipolarité. Et puis, je vais avoir le plaisir de vous parler à nouveau d'un des deux livres obligatoires à lire pour le cours de Counseling Biblique 3. Avant d'aller dans les troubles psychotiques, hein, ces troubles qui amènent une perte de contact avec la réalité, c'est quand même assez spécial. J'aimerais définir avec vous certains termes qui vont être importants pour qu'on puisse bien apprécier ce qui va suivre. Donc, j'aimerais vous définir, c'est quoi ça une idée délirante? Parce que dans les différentes définitions, critères diagnostiques que je vais aborder avec vous, on va parler d'idées délirantes. Ben, c'est quoi ça exactement? J'aime mieux vous définir ces concepts importants-là au début pour que vous puissiez plus facilement suivre vraiment la matière dans les prochains modules, que vous ne vous sentiez pas en terrain inconnu. Bon, hallucination, je vais les définir, mais évidemment, c'est connu du grand public. On va parler de qu'est-ce qui est compris derrière le terme pensée désorganisée en psychiatrie. On va parler de comportement moteur anormal. On va parler de catatonie ainsi que de symptômes négatifs. On va parler de ce que ces mots veulent dire. Veulent dire, à tout le moins, dans le DSM-5, pour qu'on puisse bien comprendre là, les catégories que je vais vous présenter aujourd'hui, mais que je vais vous présenter dans les prochains modules. Parce que dans les prochains modules, on va parler de problèmes de santé mentale, de problèmes psychiatriques. Donc, aujourd'hui, c'est les troubles psychotiques et la bipolarité. Mais à partir du prochain cours, je vais aborder un sujet qui est extrêmement intéressant
est extrêmement pertinent pour le conseil biblique. À partir du prochain cours, je vais aborder avec vous le problème des troubles de personnalité. Et puis, c'est vraiment une catégorie en santé mentale qui est très importante à bien comprendre bibliquement. Donc, définissons ensemble les idées délirantes. Les idées délirantes, ce sont des croyances figées qui ne changent pas face à des évidences qui euh, les contredisent. Donc, par exemple, le plus classique, c'est les idées délirantes de persécution que l'on va voir souvent dans la schizophrénie, par exemple, ou dans les troubles schizoaffectifs. L'idée que, par exemple, le gouvernement, il y a une conspiration, puis ils veulent nous tuer ou nous enlever, ou des extraterrestres, puis là, bon, ou la police nous a suivis, puis là, évidemment, peut-être que le premier réflexe des proches va être de dire, ben non, quelles sont les évidences que la police ou le gouvernement veulent t'enlever ou t'enfermer pour le reste de tes jours. Puis là, euh, peu importe les évidences qui vont être présentées, il n'y a rien qui va pouvoir faire changer la personne d'idée. Une idée délirante de persécution, par définition, c'est une croyance qui est figée. On ne peut pas la rationaliser, on ne peut pas raisonner. On n'est pas dans tout le thème, par exemple, dans les troubles obsessionnels compulsifs. Je vous parlais de comment on peut rationaliser avec la parole de Dieu, puis ça soulage, puis on va directement dans l'Évangile, puis dans l'œuvre de la rédemption. Là, on est dans un autre domaine. Là, on est dans le domaine des pertes de contact avec la réalité, puis il faut comprendre que euh, rationaliser, raisonner avec des gens qui ont perdu le contact, ça peut être difficile ou impossible. Les idées délirantes de référence, ça, c'est par exemple de croire qu'il y a des gestes, comportements, éléments de l'environnement qui sont destinés là, spécifiquement à la personne. Donc, il pourrait y avoir plusieurs exemples à cela, mais de toujours dire, bon, ben, si la personne a fait ça au restaurant, le serveur, puis le portier qui a ouvert la porte, ben, c'est à cause de telle ou telle raison. Puis il y a tout le temps une référence qui ne change pas, puis qui ne peut pas être raisonnée, puis qui est par définition erronée, hein, habituellement. Si on parle d'idées délirantes, ben, évidemment, c'est faux. Les idées délirantes mégalomaniaques, bon, vous avez le préfixe méga, hein, donc mégalomaniaque, ça veut dire, c'est vraiment quand les gens croient qu'ils vont avoir des capacités, une richesse, une renommée exceptionnelle. Ça peut être carrément des gens qui vont croire qu'ils ont la capacité, peut-être, d'influencer la famine dans différents pays d'Afrique par la pensée. Ça peut être des gens qui croient qu'ils ont la capacité d'arrêter une guerre au Moyen-Orient par leur pensée. Ça peut être des croyances de pouvoir surnaturel. Puis là, on va raisonner, puis on va dire, oui, mais tu n'es pas capable de voler comme Superman, ou sinon, montre-le-moi. Puis il dit, non, ben, je peux pas parce que pas aujourd'hui, il s'est passé telle ou telle chose. Donc, une idée qui est figée. On ne peut pas la changer. Les idées délirantes érotomaniaques. Donc, quand une personne croit à tort que l'autre personne l'aime. Ça peut être, par exemple, là, de croire que, bon, le portier là, de l'immeuble où il y a le bureau où vous travaillez, ben, le portier est amoureux de vous, puis dans le fond, le portier, lui, il dit bonjour à tout le monde, hein. Il y a des centaines de personnes à chaque jour, puis il dit bonjour à tout le monde, mais l'idée de non, il me regarde différemment des autres, puis là, peut-être que même, à un moment donné, là, la personne va suivre, va harceler, puis là, peut-être même que la police va être impliquée, mais non. Quoi qu'il ait dit, malgré les efforts du pauvre portier, il n'y a rien qui peut convaincre la personne atteinte des idées délirantes et rotomaniaques que non, le portier n'est pas intéressé. Là. Il n'aurait pas appelé la police s'il était intéressé à aller plus loin. Les idées délirantes à thème de nihilisme, ça, c'est bon, la conviction figée, on ne peut pas raisonner, qu'il y a une catastrophe qui va se produire. Il va y avoir une guerre nucléaire qui s'en vient, puis on a beau raisonner, dire, ben, sur quoi tu te bases pour dire ça? Puis là, dire, non, regarde, il faut vendre la maison, on va se bâtir un bunker, les cannes de conserve, la nourriture séchée.
sur quoi tu te bases, il n'y a pas de moyen de raisonner et de rationaliser. Et les hallucinations, qui peuvent être auditives ou visuelles, ça, c'est des expériences où les perceptions sont erronées. Donc, il n'y a pas de stimulus externe. Là. C'est pas quelqu'un qui euh, cache un haut-parleur là, caché dans la chambre à coucher puis qui se met à parler avec le haut-parleur. Une hallucination, c'est par définition quelqu'un qui va typiquement entendre des voix, parfois, puis ça, c'est effrayant, voir des personnes bien réelles. Donc, on est dans le monde, puis dans le registre aujourd'hui des pertes de contact avec la réalité. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de compassion là, j'ai accompagné des gens qui ont eu des hallucinations dans le cadre d'épisodes psychotiques survenus au niveau de leur problème de santé, puis c'est terrible. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui a entendu 50 fois dans la même journée la voix de quelqu'un qui lui dit de se tuer, mais de se tuer parce qu'il a commis tel péché, puis tel autre péché, puis tel autre péché, que peut-être la personne n'avait partagé à personne, puis là, ça répète constamment, constamment, constamment. Ça, c'est très, très, très difficile. Euh, les personnes qui ont des hallucinations peuvent, à l'usure, à force de réentendre certaines voix qui les encouragent à se faire du mal, à faire du mal aux autres, peuvent en venir à faire des actes qui autrement là, euh, auraient été impensables pour ces personnes-là. C'est peut-être dans les différentes catégories que je viens de vous présenter, l'endroit où, parfois, surprenamment, il y a moyen de raisonner avec ces gens-là. C'est spécial, hein? Moi, dans mon expérience, euh, j'ai concrètement rencontré des gens qui ont eu des hallucinations, puis ils sont très ouverts à se faire aider, puis s'aperçoivent que s'ils prennent leur médication, là, ils n'ont plus d'hallucinations, ils n'entendent plus les voix. Donc, euh, dans mon expérience personnelle, il y a définitivement là, lieu de rationaliser, puis de comprendre que des sens émoussés ne veulent pas nécessairement dire que l'intellect et la capacité de raisonner va être émoussée, elle. Donc, ça peut être assez saisissant, avec beaucoup de force. Puis, c'est pas, on n'est pas sous le contrôle de la volonté. C'est pas quelqu'un qui est dans un, excusez-moi l'anglicisme, là, mais le daydreaming, qui est perdu dans ses pensées. Une hallucination, c'est vraiment, on entend des voix, on voit des personnes. C'est terrible. Ça peut être très effrayant. Il faut avoir beaucoup de compassion pour les gens qui ont ça. Puis, il faut les amener chez un médecin parce que, vous savez, au Moyen Âge, il y a des millions de personnes qui sont décédées de la peste. Il n'y a pas de remède. Ben, de nos jours, on a des remèdes. La grâce commune de Dieu a amené la médecine moderne à avoir des solutions pour des problèmes de santé où il n'y avait pas de solution avant. Je crois qu'il faut en profiter avec action de grâce, puis remercier le Seigneur, mais il ne faut pas négliger ce que les bonnes grâces du Seigneur là, peuvent apporter. Donc, ça peut être auditif ou visuel. Il faut s'assurer que la personne a un suivi médical. Vous comprendrez là, que dans toutes les catégories que je vous décris, là, que ce soit des idées délirantes ou des hallucinations, quand les gens ont plus de contact avec la réalité, c'est peut-être pas le temps de leur dire ah, ben, on devrait faire des cours bibliques, puis lire vers une relation d'aide renouvelée par David Paulison, et puis on va en parler, puis faire des devoirs. Quand les gens ont plus de contact avec la réalité, puis voient une personne qui n'est pas là ou entendent des voix, moi, je pense qu'il faut les envoyer chez le médecin. Là. On commence par ça. Le Seigneur, oui, il enseignait les foules, mais il a guéri les malades et puis il a nourri des foules aussi. Donc, c'est très important de comprendre que c'est pas. Il y a un temps pour toute chose, comme disait l'Ecclésiaste, et puis le temps pour amener des vérités bibliques, c'est après le suivi médical de quelqu'un qui a perdu le contact avec la réalité, pas avant. Ça peut être évident pour certaines personnes, mais je tiens à le mentionner. Je pense que c'est important. Très bonne question ici. Est-ce que les hallucinations sont sataniques? Hein? Ou un symptôme de problème de santé mentale? Bonne question, hein? Écoutez, on va toucher à cette question-là euh, d'une manière plus développée, un peu plus loin, quand on va parler de tout ce qui concerne le combat spirituel. Et l'idée de discerner davantage
la différence entre une spiritualité saine chez quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et un délire religieux, ça, c'est quelque chose qu'on ne touchera pas dans le cours de Counseling 3, mais qui va être touché dans un cours avancé, le cours Counseling et Physiologie 2. C'est une question qui est très complexe, mais le professeur qui enseigne pour la Fondation le cours de Counseling et Physiologie 2 euh, a, a étudié le sujet, a écrit sur le sujet, puis va être à même de donner des conseils très intéressants pour nous aider à faire la distinction entre le délire religieux qui est dû à un problème de santé mentale versus quelqu'un qui a un problème de santé mentale et qui a une expérience tout à fait authentique avec Dieu, mais qui pourrait ressembler à un délire religieux. Comment faire la différence entre les deux? C'est dans le cours de Counseling et Physiologie 2 que le professeur va aborder ce sujet-là. Mais on va quand même toucher à l'aspect du combat spirituel. Donc, cette question-là, est-ce que l'hallucination est causée par un problème de santé ou serait satanique? On va revenir à ça un peu plus loin dans Counseling biblique 3, mais pas au module 4, pas aujourd'hui. La culpabilité est souvent un thème qui est présent au niveau des hallucinations de croyants qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont des pertes de contact avec la réalité. C'est important de ne pas être trop impressionné par le bizarre, parce qu'effectivement, ça nous sort de notre zone de confort, peut-être, si on n'est pas habitué. Mais honnêtement, n'oubliez pas des personnes. N'oubliez pas que c'est des porteurs de l'image de Dieu qui n'ont pas moins de valeur, pas plus de valeur. C'est des gens comme nous. Puis, peut-être que les symptômes sont moins subtils, moins invisibles que quelqu'un qui a un diabète. Ça paraît pas trop. Tu sais, le sucre, le niveau de sucre sanguin, c'est pas visible à l'œil nu habituellement. Hein, Maintenant, oui, je comprends que quelqu'un qui a une hallucination visuelle, qui parle à quelqu'un qui n'est pas là ou autre, ça peut être impressionnant. Laissez-vous pas trop impressionner par le bizarre. Vous savez, la sanctification est la même. Les principes de la manière dont Dieu intervient dans le cœur de ces personnes-là est le même. C'est seulement des influences sur le cœur qui sont différentes et qui ont une apparence qui peut sembler extraordinaire par moment. La pensée désorganisée. Ça, c'est typiquement dans le discours de la personne, évidemment, parce qu'on n'a pas la capacité de voir les pensées des gens. Puis, c'est définitivement des gens qui vont passer d'un sujet à l'autre. Là. Puis là, ils vous parlent de leur déjeuner ce matin. Puis là, ils s'en vont au niveau du gouvernement de la Russie ou de la Pologne. Puis ils reviennent par les infections à prions, puis la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Puis là, ils retournent avec le dernier cheeseburger au McDonald's qu'ils ont pris. Ils retournent après ça avec leur peine d'amour à l'adolescence. Puis ça défile souvent d'une manière qui est, pour l'extérieur, impulsive, saccadée. Puis on a de la misère à suivre le fil. Puis les gens qui vivent cette pensée désorganisée-là ont l'impression qu'il y a un fil pour eux. Là, c'est tout à fait là, logique puis séquentiel. Mais pour les personnes qui constatent ça, disent Hey, je vois vraiment pas le rapport. Quel est le rapport? Puis ça, c'est la pensée désorganisée. Et puis, c'est un symptôme qu'on va retrouver dans certaines affections. Les réponses peuvent être reliées de manière indirecte aux questions ou ne pas être reliées du tout. Quand c'est pas relié du tout, là, c'est la pensée tangentielle. Plus rarement, le discours peut être si gravement désorganisé que c'est impossible pour quelqu'un de comprendre. Donc ça, c'est à un niveau extrême, mais c'est possible. Le comportement moteur anormal, ça, c'est évidemment quand des personnes vont sombrer dans toutes sortes de niaiseries puériles. Ils vont avoir une agitation qui va être complètement imprévisible. Là. Puis on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Il n'y a pas un contexte pour que ce soit une tentative d'humour. On est peut-être dans une entrevue pour avoir une promotion au travail, ou on est dans une présentation scientifique, un cours à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on est au tribunal. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. On n'est pas dans un contexte détendu où il peut y avoir de la plaisanterie ici. Les problèmes peuvent être relevés dans toute forme de comportement, dirigés vers un but, conduisant à des difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne. Certains, ces gens-là ne sont pas capables de fonctionner dans leur emploi puis de s'occuper d'eux-mêmes bien souvent. La catatonie, ça, c'est quand les gens sont
ne sont plus réactifs à leur environnement. Par exemple, ils ne sont pas capables de suivre les instructions, ils ne sont pas capables d'avoir euh, une bonne posture, hein. Ils sont plus capables de réagir à l'environnement. Peut-être que on leur parle, ils ne répondent pas, on n'est pas sûr qu'ils comprennent ou qu'il y a rien qui se passe. On se dit, où sont-ils partis? Ça peut être des gens qui vont avoir des mouvements incohérents, une agitation, mais on ne sent pas qu'on a un contact. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, souvent, on sent une réactivité, on voit que la personne réagit. Quand on parle à quelqu'un, on peut voir de l'intérêt dans les yeux de la personne, de l'incompréhension, de la colère, de la tristesse, de la joie. On sent qu'il y a une réaction quand on parle à quelqu'un, la plupart du temps. Dans la catatonie, il y a comme plus de réaction. On est plus réactif à l'environnement extérieur. C'est ça la catatonie. La diminution de l'expression émotionnelle, elle, c'est évidemment quand les gens ont plus d'expression au niveau du visage, au niveau de leur ton de voix, si on appelle ça la prosodie. Ils peuvent peut-être avoir des mouvements des mains, de la tête, du visage qui donnent plus d'accent émotionnel au niveau du discours. La boulie, c'est une autre sorte de catatonie. Catatonie, souvenez-vous, on est dans quelqu'un qui est plus réactif, là. Fait que la boulie, ça, c'est la personne n'a plus de motivation pour rien, rien, rien. La personne peut-être était dans une équipe de soccer, puis là, c'est à son tour. Le coach, l'arbitre lui dit de venir, il reste là, il ne le fait pas. C'est quoi de normal? Anormal. On est plus réactif à des choses qui normalement suscitaient chez nous des réactions. L'individu peut rester assis pendant de longues périodes de temps, montrer peu d'intérêt pour participer à des activités professionnelles ou sociales. L'alogie, évidemment, la personne ne parle que peu ou plus. L'anédonie, ça, c'est évidemment, la personne n'éprouve plus de plaisir. Peu importe les stimuli positifs qui autrefois provoquaient, généraient du plaisir chez la personne, plus de capacité d'éprouver du plaisir. Quelque chose, hein? C'est terrible, hein? La sociabilité, l'intérêt pour les relations interpersonnelles qui, avant, suscitaient puis généraient de l'intérêt, c'est plus là. Donc ça, c'est la sociabilité. On est vraiment dans le domaine là, de la catatonie. Maintenant, euh, réflexion avant de tomber dans les catégories du DSM-5 que l'on va étudier ensemble. N'oubliez jamais qu'aussi extrême que les symptômes d'un problème de santé puissent être, l'individu atteint d'une maladie mentale porte en lui l'image de Dieu. Donc, la valeur de l'individu est la même. La valeur d'un individu n'est pas mesurée par ses capacités intellectuelles, n'est pas mesurée par ses capacités relationnelles, n'est certainement pas mesurée par les bénéfices secondaires que nous, on peut obtenir dans la relation qu'on a avec l'individu. La valeur d'un individu réside dans l'empreinte unique et distincte de l'image de Dieu dans cet individu-là. C'est ça qui donne de la valeur à quelqu'un. C'est pour ça que dans la Genèse, vous savez, quand Dieu dit si tu ne dois pas verser le sang d'un autre homme, hein, puis si quelqu'un verse le sang d'un autre homme, là, son sang là, va devoir lui être demandé parce que. Pourquoi? Parce que l'homme porte l'image de Dieu. C'est pour ça que c'est mal de tuer quelqu'un. On atteint à un porteur de l'image de Dieu. Un peu comme de saccager la statue d'un roi ou d'abîmer là, la photo de quelqu'un. C'est plus que le matériel, c'est l'image de la personne importante qui est sur le matériel. Donc l'erreur, c'est de penser que les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale sont différents. Alors que fondamentalement, on est tous semblables. On est des créatures à l'image de Dieu. On est avec un corps brisé d'une manière ou d'une autre par la tâche d'Adam qui influence le cœur. Le corps influence toujours le cœur. Effectivement, on a une décision à prendre concernant Christ et son évangile. Et puis on sait que, santé mentale ou non, 1 Corinthiens 2,13 jusqu'à 3,3 le dit, l'homme naturel ne s'intéresse pas aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Ça prend la nouvelle naissance, la régénération, cette action préalable de l'Esprit Saint pour nous amener à donner notre vie à Jésus, à expérimenter la conversion chrétienne, à mettre notre foi en Dieu, à répondre vraiment à l'appel de Dieu. Donc, santé mentale ou non,
on a besoin de cette nouvelle naissance-là. Quand même. Donc, comprenez, on est dans le même bateau à bien des égards, qu'on ait un problème de santé mentale ou non. Il y a deux mondes, un monde visible et un monde invisible. Quand Dieu a créé le monde, les deux mondes ont été séparés. Et puis, à la fin de l'histoire de la rédemption, Apocalypse 22, pourquoi les nouveaux cieux et la nouvelle terre descendent du ciel? Parce que la distance entre le ciel et la terre est éliminée. Alors, les hommes ont essayé d'atteindre Dieu par la tour de Babel, par exemple, puis de d'autres manières. Jésus, lui, a atteint la terre en descendant du ciel. Vous vous souvenez dans Genèse chapitre 28 de l'échelle de Jacob, puis de Jésus qui dit à Nathanaël que le Fils de l'homme, euh, il va être vu dans cette échelle-là de Jacob un jour. Mais en Apocalypse 22, la distance entre le ciel et la terre est éliminée, une fois pour toutes. Donc ça, c'est important de s'en souvenir que durant notre temps, sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste, ici-bas, qu'il y ait problème de santé au niveau du foie, au niveau de notre appareil locomoteur, au niveau du cerveau, de la thyroïde. Le plan de Dieu pour le monde, le plan de la rédemption reste le même. Le monde invisible, c'est celui des deux mondes qui est le plus réel. Euh, J'aime dans Exode 25 quand ce que Dieu prescrit est sous le modèle de la vraie réalité dans le ciel. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc on voit ici, là, dans Exode 25, par exemple, j'aurais pu vous montrer d'autres exemples. Ce qui a été fait sur Terre, là, c'était sous le modèle du vrai là, tabernacle. Donc, euh, j'aime beaucoup le roman de fiction de C.S. Lewis, Le Grand Divorce, où on s'aperçoit au ciel que ce qu'on a vu sur Terre était une pâle réalité de la vraie réalité qui, elle, est auprès de Dieu. Trouble délirant du DSM-5. Voici des critères du trouble délirant. Le trouble délirant peut être diagnostiqué par les professionnels de la santé qui y sont habilités quand il y a une ou plusieurs idées délirantes, telles qu'on les a définies. Souvenez-vous, ces idées figées là, qu'on ne peut pas raisonner. Donc, il y en a au moins une, puis c'est présent durant un mois ou plus. Donc, au moins une idée figée là, qu'on ne peut pas raisonner durant un mois ou plus. B, la personne ne doit pas avoir le critère A de la schizophrénie. Là, donc, ça ne doit pas être dû à une schizophrénie. Sinon, ça ne sera pas un trouble délirant. En d'autres mots, tu ne peux pas avoir le diagnostic de trouble délirant ou de schizophrénie. C'est un ou l'autre. C, en dehors de l'impact des idées, les idées délirantes, sinon, il n'y a pas d'altération marquée du fonctionnement ou de bizarrerie manifeste du comportement ou des singularités. Donc, en d'autres mots, tu as une idée délirante qui ne part pas pour un mois ou plus. Il n'y a pas de schizophrénie, puis il n'y a pas non plus d'altération extraordinaire. Parce que s'il y en a, ça va être un autre diagnostic, ce ne sera pas celui-là. B, s'il y a des épisodes maniaques ou dépressifs, on va voir dans le module 4, c'est quoi ça, tantôt les épisodes maniaques ou dépressifs. Caractérisés, qui sont survenus concomitamment. Qu'est-ce que ça veut dire, concomitamment? Ça veut dire en même temps, de manière là, simultanée. Ils ont été de durée brève comparativement à la durée globale de la période délirante. Donc, il peut y avoir en même temps là, un épisode maniaque ou dépressif. Vous allez voir c'est quoi tantôt, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ça va être très, très bref. Ça ne sera pas caractérisé par l'épisode maniaque ou dépressif. Sinon, ce n'est pas un trouble délirant, c'est autre chose. Et la perturbation n'est pas due aux effets d'une substance, d'un autre problème de santé. Si vraiment quelqu'un, là, il a une idée délirante, mais c'est parce qu'il a pris de la drogue ou un médicament ou il a un problème de santé, ben, c'est pas un trouble délirant, c'est autre chose. Fait que ça, c'est les critères du trouble délirant. C'est ça qu'on comprend derrière cette étiquette-là. Vous allez voir, les critères du DSM-5 ne donnent pas les causes des problèmes. Il y a d'autres bouquins qui nous parlent des causes. Les critères sont descriptifs et servent à poser un diagnostic pour les professionnels habilités. Ce manuel-là n'existe pas pour donner la cause. On ne parle pas de la cause du trouble délirant. On ne parle pas du traitement. On donne tout simplement les critères qui décrivent qu'est-ce que c'est.
qu'est-ce que cette étiquette-là est. Le trouble psychotique, bref, donc psychose, perte de contact avec la réalité, bref. L'étiquette nous indique déjà qu'il semble y avoir ici probablement des critères qui vont faire référence à une perte de contact avec la réalité qui est brève. Maintenant, ici, les critères A, présence d'un ou plus, mais au moins un des symptômes suivants. Puis, il doit y avoir au moins, si jamais il y a plus qu'un critère, soit le 1, le 2 ou le 3. En d'autres mots, s'il y a 2 critères, ou s'il y en a juste un, mais ça ne peut pas être seulement le 4. Parce qu'il doit y avoir au moins un, ou au moins 2, ou au moins 3. Fait que si, par exemple, quelqu'un a des idées délirantes, ces idées-là, figées-là, là, qu'on ne peut pas raisonner, que le gouvernement là, veut poursuivre et emprisonner la personne, ou une hallucination, on voit des choses qui n'existent pas, on entend des choses qui n'existent pas, un discours désorganisé. Je vous parlais du déraillement quand il n'y a plus de lien logique. Donc, il doit y avoir une de ces 3 choses-là, pas les 3. Il peut y avoir les 3, mais au moins une des 3. Et il peut y avoir un comportement qui est désorganisé ou catatonique. Mais ça ne pourra pas être seulement un comportement désorganisé ou catatonique. Il doit y avoir soit 1, 2 ou 3. Ça, c'est le critère A. Au cours d'un épisode, le critère B, la perturbation, hein, elle persiste au moins un jour, mais moins d'un mois. Parce que si ça persiste plus qu'un mois, c'est autre chose. Vous comprenez? Fait que c'est entre un jour et un mois, il va y avoir là, la perturbation qui persiste. Puis, là, après ça, il y a un retour complet au niveau de fonctionnement. C, la perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble dépressif caractérisé ou un trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques ou un autre trouble psychotique. Donc, pour que ce soit le trouble psychotique, bref, il y a un des symptômes, au moins le 1, 2, 3 du critère A. C'est entre un jour et un mois et ça ne doit pas être un autre trouble. Tu ne peux pas avoir un trouble psychotique bref en même temps qu'un trouble bipolaire ou en même temps qu'un trouble de schizophrénie ou autre. C'est ça que le point C veut dire. Ça ne doit pas non plus être lié à un abus de drogue ou à une autre maladie pour qu'on puisse avoir le droit, puis quand je dis on, hein, on exclut la personne qui parle, pour que le professionnel habilité par la loi du pays là, où il pratique puisse poser ce diagnostic-là. Il ne doit pas y avoir une autre explication, le diagnostic telle que celle-ci. Maintenant, on est rendu au trouble schizophréniforme. Le trouble schizophréniforme, ça, c'est pas une schizophrénie, hein? C'est différent. Pour poser ce diagnostic-là, il doit y avoir 2 ou plus des symptômes suivants qui sont présents pendant une bonne proportion significative de temps. Hein? Donc, on parle d'une période d'au moins un mois. OK? Au moins l'un des symptômes suivants, 1, 2 et 3. Il doit y avoir au moins 1, 2 et 3 qui est présent. Pour avoir 4 en plus, 5 en plus, mais il doit y avoir au moins 1, au moins 2 ou au moins 3. Donc, des idées délirantes, on les a définies, ces idées figées, hallucinations, un discours désorganisé. Il pourrait y avoir, en plus de 1, 2 ou 3, un comportement désorganisé ou catatonique et des symptômes négatifs. Souvenez-vous, là, les symptômes négatifs, c'était, par exemple, là, une diminution de l'expression émotionnelle ou de l'abolie. On en a parlé un petit peu plus tôt. B, dans un trouble schizophréniforme, il y a un épisode qui va durer, puis là, au moins un mois, mais moins de 6 mois. Voyez-vous comment, selon la durée, là, il y a différentes étiquettes pour décrire une perte de contact avec la réalité. Puis, je l'ai dit au début, hein, ça peut sembler un peu aride académique. Pas besoin de savoir ces étiquettes-là pour aider à s'encourager avec l'Évangile dans l'Église locale. On doit comprendre. Mais si vous voulez avoir une formation complète en counseling biblique et puis être capable d'aider des gens avec l'Évangile, des croyants qui ont des problèmes de santé mentale, c'est important à ce moment-là pour accompagner la personne de comprendre un peu ce que les étiquettes veulent dire. Parce qu'il y a des gens dans les églises locales qui vont venir de leur rendez-vous médical parce qu'ils ont eu des pertes de contact avec la réalité, puis ils ont des diagnostics, puis ça devient vraiment important de savoir ce que les diagnostics veulent dire pour que plus tard, dans d'autres cours, on puisse parler de comment on intervient. Donc, c'est parfois
un peu aride d'apprendre l'alphabet, mais on a besoin de connaître l'alphabet si on veut pouvoir lire de la littérature puis écrire un jour. Puis, c'est un peu l'ABC. C'est pas la pratique qui nous intéresse le plus d'apprendre l'ABC, mais si on veut pouvoir lire et écrire plus tard, ben, il faut s'astreindre à apprendre ces diagnostics-là. Donc, je vous le dis pour vous encourager, c'est utile pour ce qui s'en vient, pour pouvoir être apte à mieux comprendre, mieux aider des gens qui ont des problèmes de santé mentale, de connaître ces étiquettes-là. Maintenant, on parle un trouble schizo-affectif, puis un trouble dépressif ou bipolaire avec caractéristiques psychotiques ont été éliminés. Donc, on ne peut pas, en d'autres mots, dire c'est un trouble schizophréniforme s'il n'y a pas eu une démarche de la part du médecin pour dire non, c'est pas bipolaire, c'est pas un trouble également dépressif. Donc, ces problèmes-là doivent avoir été éliminés avant qu'un professionnel puisse dire c'est un trouble schizophréniforme. Et puis, bon, on explique ici, soit parce qu'aucun épisode dépressif caractérisé ou maniaque n'a été présent conjointement avec les symptômes. Écoutez, ça ici, c'est des explications du pourquoi, là, mais ce n'est pas utile là, d'aller plus loin là, en ce qui vous concerne, puisque ce n'est pas nous qui allons poser le diagnostic. D, la perturbation n'est pas due aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Encore là. On ne peut pas donner ce diagnostic-là si les effets de perte de contact, là, d'entre 1 à 6 mois, c'est dû à une drogue ou à une maladie autre. La schizophrénie maintenant. Critère A, il doit y avoir 2 ou plus parmi les symptômes suivants. Et puis, encore une fois, ça doit être au moins, ici, là, un des 2 symptômes doit être le 1, le 2 ou le 3. Puis, il doit y en avoir au moins 2 en tout des symptômes. Puis, dans les 2, il y en a un des 2 qui doit être dans les symptômes 1, 2, 3. Donc, puis ça doit être présent durant une période d'au moins, on doit le dire, là, 1 mois. Hein? Ça, c'est important. Ici, on mentionne qu'il y a idées délirantes, hallucinations, discours désorganisés, un comportement catatonique ou désorganisé, des symptômes négatifs. On en a parlé, diminution de l'expression émotionnelle, de la boulie. B, durant une portion significative de temps, depuis le début du trouble, le niveau de fonctionnement dans un domaine majeur tel que le travail, les relations interpersonnelles, l'hygiène, c'est vraiment là, à son pire. C'est au-dessous du niveau atteint avant le début du trouble. Par exemple, je vous donne un exemple. La personne, là, au niveau de ses hallucinations, puis au niveau peut-être de la boulie, puis est plus capable de fonctionner à son mariage. Le mari, à tort ou à raison, là, très possiblement à tort, dans bien des cas, est parti. L'épouse est partie, ou la personne perd son travail. Donc ici, on doit vraiment avoir, là, au moins dans un domaine majeur, un niveau de fonctionnement là, qui est descendu au-delà là, de ce que c'était là, avant, là, quand la personne était fonctionnelle. C. Il y a des signes continus du trouble qui persistent depuis au moins 6 mois. Hein? Puis pendant cette période-là de 6 mois, les symptômes qu'on a présentés au critère A, hein, je reviens ici, ces symptômes-là, là, des idées délirantes, hallucinations, là, ben, ici, durant au moins 6 mois, il doit avoir été présent au moins là, 1 mois dans ces 6 mois-là. Et puis, dans le même laps du temps, on parle des symptômes prodromiques ou résiduels qui peuvent se rencontrer. Bon, ici, on mentionne là, que les signes de ce trouble-là peuvent être des symptômes négatifs, des symptômes d'hystérie, critères, etc. Ici, ça, c'est des petits détails, des petites nuances. Souvenez-vous, là, tout simplement, là, que ça doit être continu. Ça ne peut pas être 6 mois où la personne a eu souvent des hallucinations, mais ça durait une journée, on en a après ça 1 mois et demi plus tard. Si le critère d'hallucination était présent, là, ben, durant 6 mois, il y en a eu, puis c'était tout le temps au moins des périodes là, où ça persistait là, 1 mois de temps. Là. Fait que, tu sais, c'est ça que vous devez comprendre ici. C'est important de comprendre en gros les critères, pas de suivre toutes les petites nuances et subtilités qui vont changer en passant d'un DSM à l'autre, hein, du 3 au 4 au 5. C'est pas notre rôle de les comprendre, ces petits détails-là, mais de comprendre l'essence de ces critères-là, ça c'est important. Un trouble schizoaffectif ou dépressif
ou un trouble bipolaire avec manifestation psychotique ont été exclus. Encore là, pour avoir le droit de dire que c'est une schizophrénie, le médecin va devoir avoir fait les tests, les questions, les examens, les évaluations adéquates pour dire c'est pas un trouble schizoaffectif, c'est pas un trouble bipolaire, etc. Puis quand ça a été éliminé, là, il peut dire que c'est une schizophrénie. Et puis, on parle ici des épisodes. Il n'y a pas eu d'épisode maniaque ou dépressif caractérisé avec la phase active. On parle que, également, s'il y a eu des épisodes du trouble de l'humeur qui étaient présents pendant la phase active, ils étaient présents seulement pendant une courte période de temps. Tu sais, on veut s'assurer que c'est bel et bien une schizophrénie, que c'est pas autre chose. Le trouble qu'on a décrit n'est pas encore là imputable à d'autres choses, à une drogue, à un médicament. Si jamais là, on découvre qu'il y avait un trouble dans tout le spectre de l'autisme, par exemple, à ce moment-là, le diagnostic de schizophrénie il est posé seulement s'il y a des symptômes hallucinatoires puis délirants importants, en plus des autres symptômes de schizophrénie nécessaires au diagnostic. Donc, on est plus sévère. Si quelqu'un a de l'autisme, on ne veut pas poser un diagnostic de schizophrénie alors que ça n'en est pas une, que c'est un autisme qui peut ressembler à une schizophrénie. Fait que c'est pour ça qu'on va être plus sévère dans les critères de schizophrénie qui doivent être présents si on sait qu'il y a de l'autisme. Maintenant, le trouble schizoaffectif, ça, c'est une période ininterrompue de maladie pendant lesquelles sont présents un épisode thymique caractérisé, soit dépressif ou maniaque, et puis le critère A de schizophrénie. Donc, le critère A, souvenez-vous, le critère A de schizophrénie, c'est ça. Il doit y avoir 2 symptômes de présent dans le 1 à 5, puis dans les 2, il doit y en avoir soit un des 2 doit être le 1, le 2 ou le 3. C'est ça les symptômes du critère A de schizophrénie. Donc, ici, il doit y avoir une période ininterrompue pendant laquelle il va y avoir là, vraiment là, un épisode avec un épisode dépressif ou maniaque. On va voir c'est quoi bientôt. Reste des nôtres. Et le critère A. Les deux. Quand tu as le critère A de la schizophrénie et un épisode thymique, là, qui soit dépressif ou maniaque, là, on a le droit de dire que c'est du schizoaffectif si les idées délirantes ou hallucinations ont été au moins 2 semaines, ont été là présentes 2 semaines sur toute la durée de la maladie, en dehors de l'épisode dépressif ou maniaque, qu'on va définir quand on va être rendu au chapitre sur la bipolarité dans quelques instants. On va essayer de décrire qu'est-ce que c'est, et puis quand vous allez lire le livre de Kay Jamison, vous allez vraiment ressentir, je crois, à quoi ça peut ressembler, comment on peut se sentir. C'est vraiment bien écrit. On se met facilement dans la peau de l'auteur quand on lit son autobiographie. C, pour le trouble schizoaffectif, les symptômes qui répondent aux critères d'un épisode thymique caractérisé sont présents pendant la majeure partie de la durée totale des périodes actives et résiduelles de la maladie. Et D, encore là, comme d'habitude, c'est pas dû à une substance ou à une autre maladie. Vous voyez, ça revient tout le temps. On est rendu au trouble psychotique, lui, qui est induit par une substance ou un médicament. Si on a soit des idées délirantes, les idées figées, là, ou une hallucination, visuelle ou auditive. Si on a un des deux, ou les deux. B, et s'il y a une mise en évidence par l'anamnèse. L'anamnèse, c'est le questionnaire, l'entrevue où on pose des questions aux patients, l'examen physique ou les examens complémentaires, les éléments 1 et 2. 1, c'est les symptômes du critère A, et puis qui sont apparus là, après les médicaments. Ou 2, c'est la substance ou le médicament en cause est capable de produire. En d'autres mots, si tu as des idées délirantes ou une hallucination, et puis que les symptômes du critère A ils sont apparus en même temps que tu as pris les médicaments, ou on sait que le médicament peut donner ça, ben là, tu as le critère B. C, la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble, par un trouble psychotique non induit. D, la perturbation ne survient pas exclusivement au cours d'un syndrome confusionnel. Puis E, la perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel dans d'autres domaines. Ça, c'est les critères du trouble psychotique induit par une substance. Maintenant, le dernier,
Le trouble psychotique dû à une autre affection médicale, c'est quand il y a une perte de contact avec la réalité, mais dû à un autre problème. Heu, donc, A, hallucination, idée délirante au premier plan. B, mise en évidence, hein, par l'anamnèse, examen ou autre examen complémentaire que le trouble est la conséquence vraiment d'un autre problème de santé. C, la perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental. D, ça ne survient pas exclusivement au cours d'un syndrome confusionnel. E, ça amène beaucoup, beaucoup de détresse. Fait que ça, c'est les critères là, pour un trouble psychotique dû à une affection médicale. Donc, c'est pas le travail d'un conseil biblique de poser ces diagnostics-là. Mais quand les gens reviennent de chez leur psychiatre ou leur médecin avec un diagnostic, c'est bon de savoir à quoi ça réfère. Puis comme vous voyez, c'est très voisin, hein? Ça se ressemble beaucoup. C'est pratiquement les mêmes symptômes avec des nuances dans la durée. euh, Puis on s'assure d'éliminer tel ou tel autre problème. C'est des étiquettes. On doit savoir à quoi ces étiquettes-là réfèrent. Parce qu'ensuite, on peut savoir, on peut mieux comprendre qu'est-ce que les médecins font, les médicaments qu'ils vont prescrire, qui ont des effets secondaires parfois très importants, qui n'est pas méchant qu'on puisse connaître. Ça va affecter plein de conseils puis d'aides qu'on va pouvoir donner à personne, mais aux proches. Écoutez, là, la personne qui a une schizophrénie, là, son épouse, là, qui, elle, peut-être, n'a aucune connaissance de. Puis elle n'est peut-être pas là chez le médecin. Puis là, elle a vu son mari parler à des gens qui sont pas là, entendre des choses, et puis qu'elle n'entend pas. Puis, hey, c'est vraiment quelque chose de souffrant, là. Donc, il y a vraiment une aide importante, je crois, qui peut être donnée, mais c'est important de connaître un peu ces étiquettes-là, sans être des spécialistes puis des pros, des petites subtilités, là. Euh, mais de connaître les étiquettes, à quoi ils réfèrent, les critères, en gros, je pense que c'est ça qui est le but du cours, l'objectif du cours. C'est ça l'alphabet qu'on a besoin d'apprendre pour bien suivre les autres cours qui vont suivre, dont par exemple counseling et physiologie 1 et 2. Euh, L'importance de mobiliser le corps de Christ, c'est vraiment important pour entourer les gens qui ont des troubles psychotiques. Vous savez, là, c'est important de sensibiliser l'Église locale. Si vous qui m'écoutez êtes un enseignant d'école du dimanche, vous êtes un ancien, un pasteur dans une église locale, c'est important d'en parler. Vous savez, il y a souvent des exemples, des applications pratiques dans les messages. Euh, c'est rare qu'on entend dans un message des applications pratiques pour les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Pourtant, c'est une des premières causes d'invalidité selon les statistiques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Autant en Amérique du Nord qu'en Europe, dans les pays industrialisés, les problèmes de santé mentale, c'est une des premières causes d'invalidité. Et rarement on va entendre des applications bibliques pour ces gens-là et pour les proches de ces gens-là dans les messages. Je dis pas jamais, mais je dis peut-être pas assez souvent. Peut-être qu'il y a un travail à faire. Ici, là, moi, je ne suis pas en train de jeter la pierre à personne, hein. Je suis plutôt en train d'essayer d'encourager tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui m'entendent, d'être sensibles devant les constats statistiques d'organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, d'être très, très, très sensibles à cette réalité-là qui parfois est tabou. Les gens n'osent pas en parler. Puis les gens peut-être n'ont pas eu une compréhension biblique, une articulation biblique, le concept d'influence du corps sur le cœur. Peut-être qu'il y a des églises, il y a des gens qui vont dire ah, ben, c'est du péché, la personne de péché, la maladie mentale, ça n'existe pas, c'est du péché. Puis je crois que c'est vraiment important parce que imaginez-vous quelqu'un qui, son mari a une schizophrénie, hallucination, idée délirante. L'épouse, elle veut prendre soin, puis tout le monde lui dit à l'église que c'est parce qu'il pêche. Finalement, ils mettent le mari sous discipline. Fait que là, l'aide, elle le retrouve à l'hôpital du coin, l'hôpital non-croyant du coin. J'aimerais tellement qu'il y ait une compréhension de cette catégorie-là. Parce que, vous savez, quand quelqu'un n'a plus le contact avec la réalité, euh, je crois qu'on doit en tenir compte dans la manière dont on va interpréter le comportement de cette personne-là. Puis, il faut comprendre que un problème au niveau du cerveau, de la thyroïde ou du foie, c'est un problème du corps. Puis, celui qui a un problème au niveau du cerveau, il n'est pas plus pécheur. C'est
C'est l'effet du péché d'Adam, hein, d'avoir des maladies et des problèmes. Puis on a besoin de comprendre, d'avoir une catégorie biblique pour les problèmes de santé mentale. Donc, c'est important d'en parler. C'est important d'apprendre cet alphabet-là. Très important. On peut difficilement en parler puis sensibiliser dans l'Église locale. C'est pour nous, les étiquettes, on dit ah, ça c'est du séculier, c'est pas chrétien, c'est pas dans la Bible. Ouais, mais écoutez, les autos, c'est pas dans la Bible, puis on en prend. Il y a bien des choses qui sont pas dans la Bible. La Bible n'est pas exhaustive, elle est suffisante. C'est important de comprendre ce qui se passe ici, je crois. Donc, ne pas s'inquiéter quand les gens disent des choses folles. Euh, c'est quand les gens ont plus de contact avec la réalité, vous savez, euh, le discours est désorganisé. Pas prendre de façon personnelle la colère de la personne. Toujours insister sur le fait que la personne est malade, qu'elle doit prendre sa médication. Ça, c'est très important. Dans tous les troubles psychotiques, c'est probablement un des conseils les plus importants. Si jamais, par exemple, dans un examen, ça vous était demandé, là, dans les troubles psychotiques, là, c'est très certainement là, le premier conseil que vous devriez donner. Va voir un médecin, puis si tu crois dans la prière là, que tu n'as plus besoin de prendre tes médicaments, puis tu viens de sortir d'avoir été interné durant 2 mois à l'hôpital, tu as failli te suicider, mais tu t'es manqué. Peut-être que tu dois valider avec tes pasteurs, avec d'autres personnes avant d'arrêter de prendre tes médicaments. Puis probablement que tes pasteurs vont dire écoute, on n'est pas habilité, va voir ton médecin, lui va te le dire. Puis le médecin il va dire qu'on va les prendre. Vous comprenez? C'est important d'agir avec sagesse. L'Évangile, puis les enseignements bibliques, c'est important, mais rarement on va entendre un chrétien dire on va enseigner l'Évangile quand quelqu'un dort durant son sommeil. Ben non, parce que la personne n'est pas là, là. Ou encore, si quelqu'un a une chirurgie cardiaque puis elle est sous anesthésie générale, c'est rare qu'on va voir quelqu'un aller durant la chirurgie et dire je voudrais parler de l'Évangile. Ben non, la personne est anesthésiée, est en train de se faire opérer. Il y a un temps pour chaque chose. Quand quelqu'un a un trouble psychotique, il faut l'envoyer chez le médecin, il faut prendre soin des proches, il faut comprendre, il faut éduquer le corps de Christ. Donner un encadrement approprié dans l'Église locale, ne pas prendre de façon personnelle les accusations qu'ils feront, avoir de la constance, aimer ces personnes-là. C'est important ça. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, parole de Jésus ici, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, c'est Jésus qui parle, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mes frères, mes sœurs, si vous avez quelqu'un qui a un trouble schizo-affectif, un schizophrène, très déplaisant, puis que vous allez vers cette personne-là pour prendre soin au nom de Jésus-Christ. C'est comme si vous l'aviez fait à Jésus. C'est comme ça que ça va être retenu au dernier jour, quand vous allez être face au Seigneur. Est-ce qu'il y a un meilleur encouragement, une meilleure motivation à prendre soin de ces gens-là? À prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe? Moi, je ne vois pas de meilleure motivation que celle-là. J'aimerais maintenant vous parler de la maladie bipolaire. Bon, quand je vous parle de bipolarité, de maladie bipolaire, je fais référence à 3 choses. Je fais référence au trouble bipolaire de type 1, le trouble bipolaire de type 2 et le trouble cyclotimique. C'est les 3 étiquettes, les 3 maladies qui sont dans le spectre de la bipolarité. Donc, si on parle de bipolarité, c'est un des 3. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. Maintenant, vous vous souvenez tantôt, avant de parler des troubles psychotiques, j'ai pris le temps de définir c'était quoi une idée délirante ou un comportement désorganisé parce que je vous ai dit, vous allez mieux suivre les critères si vous comprenez la définition. Je vais faire la même chose ici. Dans le but de bien comprendre, que ce soit moins du chinois quand on va dire, bon, quelle est la différence entre le trouble bipolaire de type 1 ou type 2 ou le trouble cyclotimique, on va définir 3 critères majeurs. Si on comprend c'est quoi un épisode maniaque, appelé dans certains livres une manie
ou la phase de manie, si on comprend c'est quoi un épisode hypomaniaque et l'épisode dépressif caractérisé, si on comprend c'est quoi ces trois types d'épisodes-là, ça va aller super bien pour comprendre ce monde-là de la bipolarité où il y a trois étiquettes. En passant, la maladie bipolaire, jadis, c'était appelé là, la maladie maniaco-dépressive. Ça l'a changé. Puis, dès le DSM-4, on parlait maintenant là, de maladie bipolaire. Mais avant, si vous avez entendu parler de maladie maniaco-dépressive ou de PMD, de psychose maniaco-dépressive, on fait référence à ce qu'on appelle maintenant là, la bipolarité. Euh, Écoutez, le trouble bipolaire de type 1, je l'ai mis à prévalence. Là. On parle de 0,6% dans la population. Ça, c'est des statistiques américaines, si ma mémoire est bonne. Trouble bipolaire de type 2, 0,8%. Fait qu'il y en a. Écoutez, ça veut dire là, que prenez juste là, le trouble, oubliez le trouble psychotymique, là, prenez le trouble bipolaire de type 1 et 2. Là, ça veut dire que dans une église de 100, vous avez 1 à 2 personnes. Une église de 200, vous en avez 2, 3, 4, vous comprenez? Puis, moi, je peux vous dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui m'ont consulté avec des, soit des troubles schizoaffectifs ou des maladies bipolaires. Puis, le pasteur ne savait pas, personne à l'église ne savait. Parce que des fois, ils ont entendu des croyants à l'église, dans le groupe de prière, faire des blagues méprisantes sur des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ils n'ont jamais entendu de leur vie une application peut-être dans le message du pasteur sur la maladie mentale. C'est certain que s'ils sentent du mépris, ils sont déjà dans une grande souffrance terrible. L'idée de s'ouvrir à des gens qui vont peut-être... le monde évangélique, dans le monde francophone, que ce soit en Europe ou au Québec, c'est un petit monde. Donc l'idée de s'ouvrir puis d'être brûlé au niveau du monde évangélique, il y en a qui vont y passer 2 fois. Donc il y a un grand nombre de personnes que moi, là, il n'y a personne dans leur église locale qui le savent. Fait que si vous dites, ah ben c'est curieux, à mon église, on n'en a pas. Ben, vous connaissez peut-être pas la vie privée puis le dossier médical des gens à votre église. Euh, vous savez, dans une église de 300, là, il peut y en avoir plusieurs des gens qui ont des maladies bipolaires puis qui sont souffrants. Ça veut dire peut-être qu'un époux, une épouse, des enfants. Ça, c'est ce qui est diagnostiqué en passant. Hein? Je vous parle même pas de problèmes bipolaires qui ne sont pas encore diagnostiqués. C'est important d'en parler. Très important. J'ai eu le privilège d'accompagner des gens plusieurs personnes qui ont des troubles bipolaires. Ça a été une opportunité de croissance pour moi. Puis, j'ai vu comment le Seigneur peut donner une force qui est extraordinaire chez des individus qui sont des croyants qui ont une foi solide, puis qui sont, une foi qui est mise à rude épreuve par des symptômes terribles. Donc, c'est pas une aide qui est bilatérale. Quand on accompagne des gens qui souffrent, le Seigneur il nous fait grandir, puis il nous encourage parfois plus à travers l'aide qu'on donne aux gens que peut-être même la personne peut être encouragée par l'aide qu'on lui donne. Souvenez-vous de ça, c'est important ça. Maintenant, l'épisode maniaque. C'est quoi ça, un épisode maniaque ou une manie? C'est une période qui est nettement délimitée, durant laquelle il y a l'humeur qui est élevée, expansive ou irritable, de façon anormale, avec persistance, avec une augmentation de l'activité orientée vers un but, de l'énergie persistant la plupart du temps, presque tous les jours, pendant au moins une semaine. OK? Donc, l'épisode maniaque, là, il y a une humeur élevée durant au moins une semaine. C'est ça, un épisode maniaque. Une semaine, là, sans arrêt. Parfois, les gens n'en dorment pas. Puis vous allez voir ce qui se passe dans ces épisodes-là. Ici, c'est assez intéressant, hein? Parce que un des 2 livres, moi, c'est Ed Welch qui m'a fait connaître ce livre-là. Un des 2 livres ici, c'est l'autobiographie de Kay Jamison Redfield, qui est une sommité au niveau de la maladie bipolaire et qui est souffrant de maladie bipolaire. Puis, donc, le même auteur qui raconte son combat avec la maladie bipolaire, comment c'était tabou, comment elle n'osait pas en parler. Elle avait peur d'en parler. C'était une spécialiste de ce domaine-là. Elle avait peur d'en parler. Elle combattait avec l'idée de prendre des médicaments. C'est une spécialiste. Elle a également écrit ce qui est considéré comme un des
plus grands ouvrages existants sur la maladie bipolaire. C'est c'est la même Kay Jamieson Redfield là, qui est vraiment là, considérée comme une sommité mondiale dans le domaine. C'est la même qui a écrit ceci. OK? Donc, il faut comprendre que l'intellect, c'est une chose, puis la manière dont on réagit à la souffrance, notre confession de foi, nos croyances. Nos croyances vont diriger la manière dont nous allons gérer la souffrance. Ici, si c'est une croyance qui est réfractaire aux médicaments, qui est typique dans bien des problèmes de santé, qu'on retrouve souvent dans la bipolarité, euh, définitivement, ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. On doit travailler avec les gens. C'est pas un manque. C'est pas plus honteux de prendre de l'insuline pour un diabète que de prendre du lithium qui est prescrit par un médecin pour une maladie bipolaire. Parce que ce soit le pancréas, le foie, la thyroïde, des organes du cerveau, quand on a un problème de santé, parce que notre corps est déchu, il est brisé dans un monde déchu. Si le Seigneur, dans sa grâce, permet qu'il y ait des médecins qui aient certains remèdes, même s'ils ont des effets secondaires qui sont difficiles, je pense qu'il faut prendre ce que la grâce de Dieu peut nous donner. Je reviens avec l'exhortation de Paul à Timothée de prendre du vin pour les fréquentes indispositions que Timothée avait. Un livre formidable. Vous allez voir, moi, je vous encourage à le lire pour pouvoir savoir ça ressemble à quoi la vie de quelqu'un qui lutte avec la bipolarité. Quelqu'un intelligent, une des sommités dans le domaine. Écoutez, le temps qu'on a dans les livres, je vous parle de quelques autres ressources. Euh, Charles Hodge, un médecin et conseiller biblique que j'ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises. C'est un conseiller biblique de grande expérience, le docteur Hodge. C'est Good Mood, Bad Mood. Donc, c'est un livre sur les polarités que ce conseiller biblique-là, qui est également médecin, a écrit. C'est récent. Ça n'existe pas encore en français. Donc, ça, c'est dans votre plan de cours sous les lectures optionnelles. Également, ici, Bipolar, A Guide for Patients and Families Disorder. Donc ça, c'est ici un livre séculier, hein, ici, sur la bipolarité que je recommande pour... moi, je crois que ça, vous allez vraiment avoir une très bonne compréhension, mais si jamais vous voulez vous documenter davantage, définitivement, moi, ça, c'est peu accessible, c'est très technique. Je vous recommande plutôt ce livre-là, qui est un livre séculier, mais qui va vraiment vous donner un tour d'horizon, là. C'est également dans les lectures optionnelles dans votre plan de cours. The Bipolar Disorder Survival Guide. What you and your family need to know. Fait encore ici, on a un livre séculier. C'est pas un livre chrétien. Pour les personnes qui veulent se documenter davantage sur le genre de conseils, d'aide, qu'est-ce qui est aidant pour les parents d'un enfant qui est atteint de bipolarité, les enfants de parents, conjoints, etc. Donc, c'est des ressources que vous allez trouver au plan de cours. C'est optionnel. Ça, c'est obligatoire. Ceux parmi vous qui vont aller plus loin dans leur formation, qui font peut-être la licence en counseling biblique ou le baccalauréat au Québec, ou même des études de deuxième cycle, définitivement, je crois que c'est un peu dispendieux, mais c'est un atout si vous pensez faire vraiment là, une licence au complet ou un baccalauréat au complet, un atout d'avoir le DSM, là, ou au moins la version là, épurée qu'on appelle le mini DSM, un des deux. Là, je pense que c'est un atout. Donc, la période ici, elle est au moins une semaine dans l'épisode maniaque. Puis souvenez-vous, là, on définit l'épisode maniaque, hypomaniaque et le troisième épisode qu'on appelle l'épisode dépressif caractérisé. Dans l'épisode maniaque, il y a également, au cours de la période d'une semaine, là, il y a une augmentation de l'énergie ou de l'activité avec au moins 3 des symptômes suivants. Okay? 4, c'est l'humeur est seulement irritable, qui sont présentes de manière significative. Okay? Donc, par exemple, il va y avoir une augmentation de l'estime de soi ou des idées de grandeur. Fait que durant cette semaine-là de l'épisode maniaque, là, la personne va se prendre vraiment, va ressentir sincèrement, écoutez, c'est pas de quoi qu'ils ont choisi, hein, ils vont ressentir comme si c'était les rois de l'univers, comme s'il y avait c'était vraiment des individus supérieurs aux autres. Intéressant, il va y avoir une réduction du besoin de sommeil. Après 3 heures de sommeil, les gens vont être reposés comme s'ils avaient dormi une nuit complète. Il y a des gens qui ne dorment pas, puis ils fonctionnent, puis ça semble surprenant. 3,
il va avoir une plus grande communicabilité que d'habitude. Désir de parler, puis qui va être très, très important. 4, il va y avoir une fuite des idées, des sensations subjectives, que les pensées se défilent. Ils se défilent rapidement. 5, une distractibilité. L'attention est facilement attirée par des stimuli externes. On perd attention. Vraiment, vous voyez ici l'aspect survolté qui est présent dans les phases de l'épisode maniaque. Là. 6, il y a une augmentation de l'activité orientée vers un but. Donc, soit au niveau professionnel, les gens ils vont travailler, c'est incroyable tout ce qu'ils vont faire, ou au niveau social, ou scolaire, ou sexuel. Bon, il y a plusieurs personnes qui, d'ailleurs, durant ces périodes-là de manie, vont faire des choses qui, malheureusement, sont dommageables. Je vais revenir dans un instant. Euh, 7, engagement excessif dans des activités à potentiel élevé de conséquences dommageables. La personne se lance sans retenue dans des achats inconsidérés. Donc, la personne va peut-être a peu de moyens et puis va liquider les REER, les régimes d'épargne retraite qu'elle a économisés durant plusieurs années. Peut-être vendre même la maison, puis là, acheter, aller au casino, acheter un voyage, acheter une voiture de sport, vendre la maison, acheter la voiture de sport. Il y a des achats là, qui peuvent être à conséquences très dommageables, des conduites sexuelles inconséquentes. Ça peut être l'épouse qui, habituellement, n'aurait jamais, jamais trompé son mari, puis là, avec le deuxième, troisième voisin sur la rue qu'elle ne connaît pas, va avoir des relations sexuelles. On n'est pas dans une perte de contrôle avec la réalité comme dans les troubles psychotiques ici. On est dans une période survoltée où le contact pourrait, en passant, être perdu. Mais là, ici, on n'est pas en train de décrire quelqu'un qui a une maladie bipolaire et qui également a une perte de contact. On parle d'épisode maniaque, qui en tant que tel n'est pas caractérisé par une perte de contact avec la réalité. Ici, on voit l'aspect désinhibé de la période maniaque, des conduites sexuelles donc inconséquentes, des investissements commerciaux déraisonnables. Donc, après la semaine d'épisode maniaque, peut-être que le mari ou l'épouse sera plus là, hein, qu'il va y avoir peut-être qu'également l'Église locale ne sera plus là. Il peut y avoir bien des choses qui sont parties hein, après cette semaine-là. C'est important de comprendre ce qui se passe. Un péché, c'est un péché. Mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel ils se produisent pour prendre soin des gens puis les aider à aller à la repentance. Si le monsieur ou l'épouse a trompé son mari ou sa femme, c'est un péché. C'est pas une excuse pour l'infidélité, mais le après-péché, que le mari ou l'épouse victime d'infidélité demeure ou non, ben, comment amener la personne à la repentance? Je pense qu'il faut quand même comprendre euh, ici ce qui se passe. C, la perturbation de l'humeur est suffisamment grave pour entraîner une altération marquée du fonctionnement. Donc, c'est vraiment des humeurs élevées. Là, c'est majeur. C'est pas un petit changement qu'on se sent un petit peu plus énergique d'habitude. C'est majeur. Vous allez le comprendre quand vous allez lire le livre de Kay Jemison. Suffisamment pour parfois nécessiter une hospitalisation, là, pour protéger les gens de tout ce qu'ils peuvent faire de dommageable envers eux-mêmes ou autrui. Ou parfois, il peut y avoir des caractéristiques psychotiques, comme je dis. Ça peut être présent, mais ça ne veut pas dire que c'est présent. C'est pas, euh, c'est pas la caractéristique vraiment première de l'épisode maniaque que nécessairement il doit y avoir une perte de contact. Ça pourrait être présent ou non. L'épisode n'est pas imputable aux effets d'une substance, etc., ou d'un autre problème médical, comme d'habitude, vous êtes habitué avec ce symptôme-là. Donc ça, c'était l'épisode maniaque. Une semaine avec les critères que je vous ai nommés. On nommait, là, par exemple, là, dans les 7 critères, là, on disait ici qu'il doit y avoir au moins 3 des symptômes suivants, ou 4 si l'humeur était seulement irritable. Là. Puis on a parlé également que ça devait se produire durant au moins une semaine. Ça, c'était l'épisode maniaque. En grec, le mot hypo, c'est comme en dessous. Hein, fait que ça, on sait déjà en voyant épisode hypomaniaque, ça doit ressembler à l'épisode maniaque, mais plus petit ou en dessous. Puis effectivement, regardez, ici, on parle d'une période où il y a une humeur élevée, expansive ou irritable. On se dit, ah, hypomaniaque, ça doit être moins qu'une semaine. Effectivement, hein, c'est au moins 4 jours consécutifs. Bon, continuons les critères. Au cours de cette période-là, il doit y avoir 3 des symptômes suivants, 4 si l'humeur est seulement irritable.
Et ici, on va avoir, encore là, augmentation de l'estime de soi, des idées de grandeur, on a moins besoin de dormir, on communique plus. C'est les mêmes 7 symptômes que vous avez vus tantôt, hein. Une fuite des idées, distractibilité, augmentation de l'activité orientée vers un but scolaire, sexuel, professionnel. Un engagement excessif dans une activité à haut potentiel, là, dommageable, donc les achats impulsifs, une conduite sexuelle. Donc, c'est les mêmes critères, mais là, on est dans au moins 4 jours au lieu de une semaine. Et puis, l'épisode s'accompagne, ici, c'est de modifications indiscutables du fonctionnement. Donc, on voit vraiment là, que c'est nettement différent. La perturbation de l'humeur, puis le fonctionnement là, qui est différent, c'est manifeste pour les gens. Là. Les gens autour vont voir qu'il y a de quoi qui cloche. Peut-être que la personne va dire non, non, moi ça va bien, je suis comme d'habitude. Les gens autour vont tous s'entendre pour dire non, t'es pas comme d'habitude. La sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du fonctionnement. Voyez-vous, ça c'est différent. Ici, on voit que c'est sévère, mais c'est pas suffisant quand même pour dire là, qu'on va hospitaliser. Tandis que dans l'épisode maniaque, c'est tellement sévère qu'on va hospitaliser pour protéger la personne ou les autres. Et puis, ici, on mentionne s'il y a des caractéristiques psychotiques. L'épisode est par définition maniaque. Voyez-vous? Il y a parfois dans l'épisode maniaque une perte de contact avec la réalité, pas toujours. Il n'y en a jamais dans l'épisode hypomaniaque. Fait que, par exemple, si dans un examen, vous voyez ici que la personne perd le contact avec les réalités, puis dans les choix de réponse, vous avez à choisir entre maniaque et hypomaniaque. C'est sûr, c'est pas hypomaniaque. S'il y a une perte de contact avec les réalités, c'est pas un épisode hypomaniaque. Jamais. Impossible. Par défaut. F, l'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance. Euh, Ça, c'est les symptômes, c'est les critères là, pour l'épisode hypomaniaque. Maintenant, le troisième type d'épisode, l'épisode dépressif caractérisé. Puis ça, quand vous allez bien comprendre ces 3 types d'épisodes-là, vous allez voir, là, ça va être super simple de distinguer trouble bipolaire type 1, trouble bipolaire type 2 et puis le trouble cyclotimique. Ici, pour l'épisode dépressif caractérisé, on a au moins 5 des symptômes suivants qui sont présents pendant une même période, d'une durée de 2 semaines, puis ça représente un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Donc, on voit qu'il y a au moins un des symptômes, hein, humeur dépressive, ou 2, une perte d'intérêt ou de plaisir. Donc, si c'est une humeur dépressive qui est présente toute la journée, c'est signalé par la personne pleure, elle se sent triste, elle se sent vide, sans espoir. C'est ça qu'on entend par humeur dépressive. Puis 2, diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toute chose ou presque toute la journée. Donc, ici, on doit avoir soit 1 ou 2, au moins là, 2 semaines. Perte de poids ou gain de poids, significatif. Perte d'appétit, gain d'appétit significatif. En absence de régime là, ou de choses extérieures. Si on parle d'une perte ou d'un gain de poids, il doit y avoir au moins 5 de différence en un mois. 4, il y a une insomnie ou une hypersomnie. La personne ne dort plus, ne réussit pas à s'endormir ou elle dort, écoute, elle dormirait toute la journée. 5, agitation ou ralentissement psychomoteur. On est soit agité ou bien au ralenti. 6, fatigue ou perte d'énergie, presque à tous les jours. 7, un sentiment de ne pas avoir de valeur ou d'une grande culpabilité. Puis ça, certain que dans l'épisode dépressif, la culpabilité, moi je l'ai souvent rencontré chez des individus qui étaient chrétiens. Puis il y a des individus qui peuvent vivre de grands tournants dans leur vie, positifs, qui vont les suivre le reste de leur vie, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert l'Évangile avec une nouvelle profondeur. Ah, et c'est des gens qui connaissaient l'Évangile assez bien pour avoir expérimenté d'une manière authentique la conversion. Mais le Seigneur, il ne permet jamais aucune souffrance qu'il pourrait éviter dans son plan de rédemption. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, hein, de ceux qui ont appelé selon son dessein. Puis on doit comprendre que moi, j'ai vu de mes yeux comment Dieu utilise des choses difficiles pour amener les gens à visiter des choses spirituelles, des thèmes spirituels de la rédemption, de la justification, de la grâce, qu'ils n'auraient jamais pu comprendre puis saisir avec autant de profondeur si ce n'était pas de la douleur qui les a amenés là,
à revisiter. Par exemple, ici, en cas de culpabilité excessive, euh, la doctrine de la justification que Paul expose dans l'Épître aux Romains. Puis moi, c'est une des choses que j'ai toujours trouvé formidable de voir comment Dieu, dans des moments de grande souffrance, va donner à certains de ses enfants qui sont souffrants des choses qu'ils n'auraient pas pu visiter s'il n'y avait pas eu cette souffrance-là. 8, diminution de l'aptitude à penser ou se concentrer. Puis ça peut être très, très difficile à supporter pour des individus intelligents. Allez pas penser, là, que les gens qui ont des troubles de santé mentale sont moins intelligents ou sont fous, là. Écoutez, on prend par exemple la maladie bipolaire, là. On parle d'une sommité mondiale dans le domaine. Tu sais, il faut comprendre là, que s'il y a des gens exceptionnellement intelligents qui vont avoir cette problématique de santé-là qui est très souffrante. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, elle n'est pas intelligente ou elle est folle, puis dire c'est des gens qui ont de la folie ou sont fous. Soyez très prudents, puis très alertes aux remarques qui ont une connotation négative ou méprisante ou condescendante. Surtout, connaissant les statistiques et la prévalence, il y a beaucoup plus de personnes souffrantes qui ne le disent pas, qui sont présents peut-être autour de vous, que vous ne pouvez le penser. Pensée de mort récurrente, pas seulement une peur de mourir, mais des idées suicidaires récurrentes, sans plan précis, tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. Donc ça va être définitivement de quoi qui peut être présent dans l'épisode dépressif. Vous allez le voir dans le livre, puis j'ai pu également le voir chez certaines personnes. B, les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Et l'épisode n'est pas imputable à une substance ou à une affection médicale. Ça, c'est l'épisode dépressif. Donc, ici, on a le trouble bipolaire de type 1 ou 2. Maintenant que je vous ai défini ici, là, c'était quoi un épisode maniaque, hypomaniaque, puis dépressif caractérisé? Voici. Trouble bipolaire de type 1, vous devez avoir au moins un épisode maniaque au cours de toute la vie de la personne. Si quelqu'un dans sa vie, à un moment donné, a eu un épisode maniaque, trouble bipolaire de type 1. Puis si la personne a eu au moins un épisode hypomaniaque, puis au moins un épisode dépressif, dans sa vie, là, ça ne veut pas dire que c'était là en même temps, là, et puis qu'il n'a jamais eu d'épisode maniaque, c'est type 2. Voyez-vous, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a défini les termes. Hein? Donc, de la même manière que je l'ai dit tantôt, là, si vous voyez une perte de contact avec la réalité, ce n'est pas un épisode hypomaniaque. C'est nécessairement maniaque, par définition. S'il y a un épisode maniaque, ça ne peut pas être un trouble bipolaire type 2. Peu importe s'il y a de la dépression ou non. C'est pas parce que vous ne voyez pas qu'on a besoin d'avoir un épisode dépressif caractérisé pour diagnostiquer le type 1 qu'il ne peut pas en avoir. Comprenez? Vous avez les critères minimums pour poser une étiquette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre chose. Dès qu'on a un épisode maniaque, c'est type 1. Il peut y avoir une dépression caractérisée, là, puis il peut y en avoir plusieurs des épisodes dépressifs caractérisés. Mais dès que vous avez maniaque, cassez-vous pas la tête, type 1. Et puis, s'il n'y a pas eu d'épisode maniaque et qu'il y a au moins un épisode hypomaniaque et un épisode dépressif, c'est type 2. Aussi simple que ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Puis, maniaque, une humeur élevée avec plusieurs symptômes durant au moins une semaine, ça pourrait nécessiter une hospitalisation, c'est sévère. Hypomaniaque, ça ressemble à ça, mais c'est 4 jours au moins. Et puis, moins de 4 jours. Puis, écoutez, c'est... excusez-moi, pas moins de 4 jours, c'est au moins 4 jours. Juste comme j'ai dit tantôt. On ne nécessitera pas une hospitalisation pour une hypomaniaque. Et dépressive, là, c'est pas l'humeur élevée, elle est descendue, l'humeur. Des idées de mort, des idées de suicide, perte du plaisir. Vous comprenez, hein? Il y a des highs, des humeurs élevées, puis il y a des downs. Hein? On est vraiment là, on se mettrait en dessous du tapis si on pouvait. Puis il y a une succession, d'où l'idée de bipolarité. Deux polarités. On a des highs et on a des downs, si vous me permettez, les anglicismes. Dans le type 1, c'est plus sévère. Dans le type 2, c'est moins sévère. Maniaque, c'est plus sévère qu'hypomaniaque. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, le risque suicidaire d'une personne atteinte du trouble bipolaire, c'est estimé à être au moins 15 fois plus élevé que dans la population en général. Donc, quand les gens là, qui ont un diagnostic de trouble bipolaire de type 1 ou 2,
vous parlent qu'ils ont vraiment songé à mettre fin à leur jour, sachez qu'effectivement, il y a 15 fois plus de risques que dans la population générale. Et puis, les troubles bipolaires pourraient rendre compte d'un quart des suicides. C'est quelque chose. Fait que 25% des suicides aux États-Unis, il pourrait y avoir une possibilité que ce soit relié directement ou indirectement à un trouble bipolaire. Effectivement, parfois, c'est vraiment triste, mais les gens qui ont les troubles bipolaires peuvent avoir une souffrance tellement grande que certains vont passer à l'acte. Puis ça, c'est terrible, c'est difficile, ça. C'est très difficile. Facteurs de risque et pronostics. Facteurs de risque, qu'est-ce qui pourrait favoriser là, hein, que quelqu'un ait un trouble bipolaire? Puis pronostic, c'est les chances de succès pour le traitement. C'est ça que le mot veut dire, pronostic. Donc, le trouble bipolaire, il est plus fréquent dans les pays à haut revenu que dans les pays à revenus plus bas. Il y a bien des problèmes de santé mentale, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont beaucoup plus présents chez les pays industrialisés que les pays en voie de développement. Vous savez, là, on va parler de la technologie. De la théologie de la technologie un petit peu plus tard, vers la fin, dans le cours de Counseling biblique 3. Et vous allez voir que, statistique à l'appui, la technologie moderne, le rythme de vie des pays industrialisés, il n'a pas amené une hygiène au niveau de l'âme, on va le dire comme ça. Pas qu'il y ait quoi que ce soit autre que l'Évangile et que Christ qui puisse sauver nos âmes, mais au niveau le niveau de détresse psychologique est nettement, selon bien des statistiques plus élevées dans les pays industrialisés. Le mode de vie, à bien des égards, diminue la résilience dans les pays industrialisés. On en parle dans le cours de personnalité humaine 1. La manière dont on vit n'est pas saine à bien des égards dans nos pays industrialisés. Donc, les sujets ici, séparés, divorcés ou veufs, ont plus de risques de présenter un trouble bipolaire de type 1 que les personnes mariées ou célibataires. Vous comprenez? Mais il est difficile de savoir quelle est la cause et quelle est la conséquence. Fait qu'on a mesuré ça, on ne sait pas pourquoi, mais on voit ça. Que quelqu'un, par exemple, qui est marié ou célibataire, il va avoir moins de chances que quelqu'un qui aurait été séparé, divorcé ou veuf. Une histoire familiale de trouble bipolaire, c'est un des facteurs de risque les plus forts. Fait que si, par exemple, le père de la personne a un trouble bipolaire de type 1, ben oui, les enfants ont un risque plus élevé. Le risque est en moyenne 10 fois plus important de développer le trouble chez un adulte apparenté à un patient présentant un trouble bipolaire de type 1 ou 2. Le risque augmente avec le degré de parenté, plus t'es proche. Tu sais, si c'est le cousin de ton cousin au 2e degré, c'est moins risqué que si c'est ton père que la maladie bipolaire pour toi de développer le problème. Maintenant, la troisième étiquette, on a parlé de trouble bipolaire type 1, type 2, mais je vous ai dit dans la maladie bipolaire, dans la bipolarité, il y a 3 choses. Bon, le troisième, c'est le trouble cyclotimique. Il y a existence pendant au moins 2 ans. Au moins 1 an chez les enfants et adolescents, de nombreuses périodes pendant lesquelles des symptômes hypomaniaques sont présents, sans qu'elles soient réunies dans les critères d'un épisode hypomaniaque. Puis de nombreuses périodes pendant lesquelles des symptômes dépressifs sont présents, sans qu'il y ait vraiment un épisode dépressif caractérisé. Donc, durant au moins 2 ans, là, ou 1 an chez les enfants et ados, tu n'as pas tous les critères d'un épisode vraiment là, hypomaniaque puis dépressif, mais ça ressemble un peu à ça, mais il te manquerait des critères. Ça, c'est ce que A veut dire. B, durant la période de 2 ans, décrit ci-dessus, les périodes hypomaniaques, pas les épisodes, hein, il appelle ça des périodes, parce qu'on n'a pas les critères pour dire que c'est un épisode tel que défini précédemment. Donc, les périodes, ça a été présent pendant au moins la moitié du temps. Donc, par exemple, sur 2 ans, tu as eu au moins un an là, où tu as eu vraiment là, des périodes hypomaniaques et puis dépressives. Puis, la personne n'a pas connu de période de plus de 2 mois sans les symptômes. Fait que si la personne, là, en 2 ans, là, elle a eu quelque chose de 2 mois, là, puis après ça, elle a eu 6 mois que rien, là, ça ne compte pas. Là. B, les critères pour un épisode dépressif caractérisé, maniaque ou pas maniaque, n'ont jamais été réunis.
Dès que tu as un épisode maniaque, hypomaniaque, là, on est dans les troubles là, de type 1 ou 2 là, de bipolarité. Mais quand tu n'as pas tous les critères pour dire que c'est un épisode, là, on parle de période, là, c'est peut-être un trouble cyclotimique. Les symptômes du critère A ne sont pas mieux expliqués que par un trouble psychotique quelconque. Euh, les- donc ici, l'existence, ici, c'est pas parce qu'il y a un autre trouble psychotique qu'on a le critère A. Euh, D, les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance ou à un autre problème médical. Et E, les symptômes entraînent une détresse cliniquement significative. Ou encore, notre fonctionnement social est altéré au travail, à la maison ou autre. Fait que vous voyez, un trouble cyclotimique, ça ressemble à un trouble bipolaire de type 1 ou 2, mais c'est vraiment là, c'est plus léger. Ultimement, vous voyez que en ordre de sévérité, on a le type 1, où on a l'épisode maniaque. Trouble bipolaire type 2, c'est très sévère, mais peut-être moins que le type 1, à tout le moins pour la manie, où là, on est dans l'hypomanie, dans l'épisode hypomaniaque. Et puis ensuite, on voit que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très souffrants, mais on a en ordre de sévérité le trouble cyclotimique. On pourrait le voir, le vulgariser ainsi. Important, les symptômes des troubles bipolaires ou du trouble cyclotimique, ça peut ressembler aux symptômes de d'autres problèmes psychiatriques. Encore une fois, je le répète, c'est très important, très, très important de ne pas faire une pratique illégale de médecine. Hein. Les critères, ce sont des critères, les critères du DSM-5, qui ont été conçus pour être appliqués par des professionnels de la santé habilités. Ça demande une formation médicale avancée pour pouvoir, avec certitude, avec autorité, avec compétence, utiliser là, les critères ici. C'est important de les étudier pour qu'on puisse reconnaître, comprendre les diagnostics posés par les personnes habilitées. Mais pour les poser, ça demande plus que de connaître les critères. Ça demande un jugement clinique qui va être présent là, dans différentes formations, dépendant des pays. D'un pays à l'autre, ce pas exactement les mêmes professionnels qui sont habilités par la loi à poser ces diagnostics-là. Quelles sont les causes de maladie bipolaire? On a parlé des facteurs de risque tantôt. Ben, c'est inconnu. On ne sait pas. Il y a plusieurs personnes qui pensent que ça peut être telle ou telle variable. Il y a des hypothèses. Ici, bon, je mentionne l'hypothèse un peu au niveau des neurotransmetteurs. Il y a des gens, des experts, hein, qui pensent qu'il y a des anomalies chimiques au niveau des neurotransmetteurs intracérébraux, ça pourrait être associé au trouble bipolaire. Mais il y a d'autres hypothèses. On ne sait pas. C'est ça qui est le cas. 1% des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir présenté des symptômes qui correspondent à ceux d'un trouble bipolaire au cours des 12 derniers mois. Ça ressemble un peu aux statistiques que je vais montrer tantôt. Hein. On avait dit que type 1 et 2, on est un peu au-delà d'1%. Ça, c'était des statistiques américaines. Canadiennes, ça ressemble à 1% aussi. C'est très bien. Le traitement de la maladie bipolaire, ben écoutez, ça, c'est vraiment là, dans les études, c'est la médication qui est le traitement de choix. C'est très difficile le dosage parce que, comme Kay Jamieson Redfield dit, dans son cas tout le moins, mais dans bien des cas, le dosage efficace est des régulateurs de l'humeur, hein, comme le lithium, qui sont prescrits, il est près du seuil toxique. Fait que pour que ça marche, il faut en prescrire, mais là, on ne va pas tuer le patient. Hein. Mais en même temps, si on ne le médicamente pas, il y a 15 fois plus de chances de mourir par le suicide. Voyez-vous comment c'est pas facile? C'est vraiment pas facile. Puis ça, c'est pas. Il y a des problèmes où la thérapie est clé. Quand on va parler des troubles de la personnalité, vous allez voir que là, on va parler de la thérapie comme étant très important comme choix de traitement. Dans la maladie bipolaire, oui, il va y avoir de la thérapie, mais ça, c'est un à côté. Ça prend vraiment des régulateurs de l'humeur que les médecins spécialistes vont prescrire. Puis ça, c'est très important. Puis c'est un grand combat. Il y a plusieurs des suicides des gens qui ont la maladie bipolaire qui sont dans des moments où ils ont arrêté de prendre un médicament. Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de toutes leurs fibres. Fait que malgré les engagements faits envers l'époux, l'épouse, envers Dieu, envers les autres, envers le médecin, ils ont arrêté contre avis médical leur médicament. Et c'est ça qui les a tués. Vous savez, euh, j'ai j'ai connu malheureusement plus d'une personne, personnellement, qui ont mis fin à leur jour après la conviction qu'ils devaient arrêter de prendre leurs médicaments.
ça passe pas dans les journaux, hein, les suicides puis les causes du suicide, mais je peux vous dire que personnellement, j'ai plus d'un cas où les gens, après, c'est pas tous des gens que j'ai suivis de près, mais des gens que j'ai connus ou j'ai des connaissances de d'autres personnes que j'ai suivies, dans la famille conjointe de personnes que j'ai pu suivre ou autres. Donc, plus d'une personne, euh, après un arrêt de médication, dans un moment de folie, ont mis fin à leur jour. Très important. La médication, là, c'est clé au niveau de la maladie bipolaire. Ça, c'est très, très connu dans le domaine. Réflexion biblique. Vous vous souvenez dans le Code Sénéque biblique 1? Hein, je vous parlais du livre de Paul Tripp, Instrument dans la main du Rédempteur. Puis on vous parlait de aimer, connaître, parler, agir. Puis ça peut être dit dans toutes sortes d'ordres différents. Ben, c'est important pour les gens qui ont la maladie bipolaire, comme dans n'importe quelle autre situation. Vous savez, on doit encourager l'importance du suivi médical puis de la compliance au traitement du médecin traitant. C'est très important. C'est aussi important que de dire à quelqu'un qui ne veut plus manger du tout, il faut que tu continues à t'alimenter. Je vous ai cité un Timothée 5 ici. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est un classique, hein? Euh, c'est un classique pour les gens qui disent non, non, tu manques de foi. Puis les gens qui disent ça, absolument, vont être très inconsistants et cohérents dans leurs conseils. Ils vont dire tu manques de foi, donc prends plus tes médicaments. Prie. Hein, tu n'as pas besoin de béquilles. C'est curieux parce que ces gens-là, parfois, ils ont des lunettes. Puis ils diront pas, je manque de foi, je vais ôter mes lunettes. Ou s'il y en a qui ont une canne ou une prothèse au niveau de la jambe, ben, ils n'enlèveront pas leur prothèse en disant la jambe va repousser. Fait que c'est très incohérent. J'entends parfois, puis je trouve ça terrible, des chrétiens dire prends pas tes médicaments pour des problèmes de santé qui sont plus invisibles, mais qui sont pourtant documentés médicalement, visibles parfois par résonance magnétique puis dans différents tests. C'est, pour moi, c'est terrible. Puis dans bien des pays, c'est un acte criminel de dire à quelqu'un, quand quelqu'un qui n'est pas médecin arrête la médication de quelqu'un. C'est, dans certains pays, une pratique illégale de la médecine. Ça peut être considéré comme un acte criminel. Très important. Il faut comprendre qu'il y a des conséquences. Il ne faut pas dire à des gens à l'église, prie plus, puis le médecin veut te bourrer de pilules. Puis, avez-vous vu le dossier médical de la personne? Avez-vous vu les tests? Est-ce que vous êtes certain que la personne vous a tout dit? Que vous avez toutes les informations sur leur compte? Soyez prudents. Soyez très, très prudents. Euh, il y a une personne qui m'a été référée il y a plusieurs années, qui m'a été référée par son pasteur. Puis, lors de l'entrevue initiale, la personne me racontait comment, plusieurs années, son ancien pasteur, pas celui qui me l'a référé, lui avait dit d'arrêter de prendre ses médicaments. Puis, elle a fait un épisode vraiment là, une forme d'épisode psychotique où elle a tenté de se suicider. Elle s'est manquée. Vous comprenez comment. Puis le pasteur, le premier pasteur, avait dit il faut que tu pries et à la foi. Mets le Seigneur, un peu comme le pas de la foi, hein, mets le Seigneur à l'épreuve dans le bon sens. La personne ne s'est manquée, mais vous savez, c'est très important de réaliser que on ne doit pas tenter l'Éternel notre Dieu. Quand Satan a dit à Jésus de sauter en bas du temple, il ne l'a pas fait, là. Fait que c'est important d'être très prudent, puis de comprendre là, que l'encouragement au suivi médical est une des premières manières d'aimer la personne, puis d'aimer les proches en même temps de la personne. C'est ce que je voulais vous dire pour ce module 4-là, où on a vu deux catégories importantes. Tout le spectre vraiment des troubles psychotiques, de perte de contact avec la réalité, et le spectre de la bipolarité. Des problèmes de santé mentale qui sont quand même très, très difficiles, très souffrants. J'espère que j'ai pu être un outil dans la main du Seigneur pour créer des catégories, peut-être qui n'étaient pas là chez certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, ça a été un rappel de choses que vous saviez déjà. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous d'une chose. Les choses ne tournent pas comme elles le devraient ici-bas. Le monde est brisé, mais le créateur de l'univers va venir réparer ce monde-là. On voit dans Ésaïe, dans l'introduction du livre d'Ésaïe, on voit que le monde est brisé et perverti. Mais dans la conclusion d'Ésaïe, dans Ésaïe 66, on voit que ce monde-là va être réparé. Il va être remplacé même par un nouveau monde, bien meilleur.
un monde éternel. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.